Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Aura d'Experts. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Damien Cartel, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes et également dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable sur la région lyonnaise. Il va nous parler de son rôle aujourd'hui au niveau de l'institution, du rôle de l'institution, de son parcours, de son expérience et également de sa vision du métier pour l'avenir. Donc Damien Cartel est avec nous aujourd'hui. Damien, tu es né le 21 juillet comme Charlotte Gainsbourg, Robin Williams, Arlette Chabot et Erling Haaland. De quel des quatre tu te sens le plus proche ? Bonjour Amélie, bonjour Jérémy, je suis ravi d'être avec vous pour cette première Aura d'Experts. Allez, j'adore Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg. Peut-être pas pour Charlotte, mais pour Serge. Ok, moi, il n'y a pas de mauvaise réponse. On en tiendra compte. Merci Damien. Et maintenant, Damien, on va commencer par le début de l'histoire en parlant un petit peu de ton enfance. Donc Damien, tu es né dans les Vosges. On se retrouve aujourd'hui à Lyon. Je crois que tu vis dans le Nord-Isère. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours? Voilà, comment tu as grandi, dans quel environnement? J'ai grandi effectivement dans les Vosges jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis très rapidement, mes parents sont venus sur Lyon pour des raisons professionnelles. Okay. Faut dire que les Vosges ne sont pas forcément un attrait majeur pour l'emploi aujourd'hui. C'est une région qui est complexe en termes d'emploi. Et déjà à l'époque, donc, mes parents sont venus sur Lyon pour des raisons professionnelles. Et puis j'ai habité Dessines, dans l'Est lyonnais. Très rapidement impacté sur Lyon pour déjà le collège et le lycée, voilà. Et puis après les études supérieures. Non, à l'occasion d'y revenir. Tu parlais de tes parents qui ont déménagé pour des raisons pro, ils étaient dans l'expertise comptable? Du tout. Pas du tout. Mes parents, tous les deux salariés. Alors, ma mère plutôt dans le côté médical et mon père dans l'industrie lourde, l'industrie, l'industrie là, comment dire, dans la verrerie en fait, tout simplement. Ok. Tu avais des frères, des sœurs? J'ai une petite sœur, ouais. On a 10 ans d'écart, Émilie. D'accord, super, parfait. Du coup, avant de passer à la partie expertise comptable, comprendre un petit peu le rêve d'enfant. Voilà, Damien petit, ça donne quoi en termes de... Voilà, qu'est-ce qui lui met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Damien petit, sportif, gros nageur, omnubilé par la natation et il adore l'histoire. Il est passionné d'archéologie, d'histoire, peut-être un peu le côté Indiana Jones, voilà, dans les films. Donc, passionné d'histoire très, très longtemps. Très longtemps. Et du coup, j'en profite, comment tu passes de ce rêve d'Indiana Jones à l'expertise comptable? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, je me destine très rapidement. Je fais une terminale S à l'époque, SPEMAT, et je dois rentrer dans une école d'ingé. Et je suis pris à l'ENSAM, l'ECAM aussi, et puis je devais faire un troisième choix. Alors à l'époque, Jérémy, Amélie, si vous avez peut-être connu en même temps que moi, pas sûr, on faisait encore nos choix sur le Minitel. Ça va faire sourire. Si, on a connu quand même. Voilà, donc on faisait les choix sur le Minitel, et il fallait faire 3 choix, il y avait 3 vœux. Et j'avais le choix, donc mon père me dit c'est pas grave, t'es pris à CPE, chimie physique, machin, l'ENSAM, ok, et puis le troisième choix, tu fais ce que tu veux. Et à l'époque, donc j'étais dans un lycée, Charles de Foucault à Lyon, qui avait un jumelage avec les Chartreux pour le post-bac. Et j'étais vraiment extrêmement passionné d'informatique à l'époque, et je vais voir la filière tertiaire des Chartreux, ils venaient la présenter. Et pendant qu'ils présentent la filière tertiaire, il y avait donc les métiers de l'informatique et les métiers de l'expertise comptable. Et à l'époque, il y a un expert comptable qui se pointe, qui descend de son scooter, il arrive dans la salle, il est à la bourre, il dit « j'ai pas le temps, mais c'est un métier génial, on conseille les chefs d'entreprise, on est entouré de chefs d'entreprise, c'est l'aboutissement, je veux dire, du monde économique, on est au cœur de la société, etc. C'est un métier génial, j'ai pas le temps, salut, bye ». Et moi, je me dis « je veux absolument faire ça ». Voilà. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'on m'avait mis dans une case, études d'ingénieur pour l'industrie, c'était le rêve de mon père, il aurait surtout été ingénieur. Et puis du coup, je m'ouvrais à un autre truc qui me semblait génial, mais ne sachant pas du tout de quoi il était. J'ai jamais fait de compta, jamais rien vu de tout ça. Je me retrouve face à mon Minitel et j'inverse le choix 3 avec le choix 1 sans le dire à personne. Ce qui m'a valu sans doute la très grosse dernière engueulade avec mes parents.
Et ce qui est génial à l'époque, c'est qu'au lycée, je suis reçu par la directrice à l'époque de Foucault. Mes parents nous font convoquer quoi, pour faire changer le truc, etc. Ah ouais, ok. Ouais, ça va assez loin, hein, c'était très, très tendu au niveau familial. Et en fait, elle dit non, mais c'est génial que Damien veuille faire expert comptable. De toute façon, il en manquera d'expert comptable. C'est une filière en devenir. Il y a les métiers de l'expertise comptable, donc elle avait déjà les bons éléments de langage et la bonne façon de voir les choses. Et il faut absolument, mais par contre, Damien, tu me promets d'être expert comptable avant tout le monde. Elle prend son téléphone, elle appelle les Chartreux, elle dit hop, c'est bon, hop, c'est parti. Mes parents n'ont rien eu le temps de dire quoi que ce soit. C'était emballé, se pesait, hop, j'étais en expertise comptable. Ok. D'accord. Super. Et du coup, pourquoi tes parents, finalement, le fait d'être, toi, de leur dire d'être expert comptable, ça a posé souci à ce moment-là? Est-ce que c'est lié à Alors, l'image mon père me dit à l'époque qu'il n'y aura pas de comptable dans la famille, mais c'est véridique. Il n'y aura Ok. pas de comptable dans la famille. Voilà, et, en prenant une branlée monumentale. Et je pense qu'il avait l'image, et il me le dit après, avec le recul, il avait l'image du commissaire aux comptes qui venait dans l'entreprise. Donc déjà, voilà, une certaine posture? pas tout à fait la même posture de métier. Pour eux, c'était les empêcheurs de tourner en rond, ils ne comprenaient pas l'intérêt. Lui était responsable d'un bureau d'études, donc il était un peu déconnecté de l'aspect finance et gestion de l'entreprise. Déconnecté, quoi. Voilà. D'accord. Et le choix a été gagnant. Enfin, en tout cas, ouais, je me suis retrouvé là-dedans. Oui, et du coup, tu as fait ce qu'on peut appeler, nous, la voie royale, on va dire, dans l'expertise. Tu as fait BTS-CGO, DCG, DSCG. Bon, à l'époque, ce n'était pas tout à fait les mêmes sigles, mais voilà, maintenant, c'est DCG, DSCG et le DEC. Ah, c'était DECF, DESCF. Oui, exactement. Ouais. Et qu'on passe début des années vers 2002 par là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, après. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que tu as fait tes études en alternance, en initiale, et pourquoi ces choix-là à l'époque? En fait, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Tu prends une décision, puis il y a tout qui se bouscule ensuite. Donc, j'arrive au Chartreux, première année de BTS. Je vais répondre à ta question, mais il y a un contexte. J'arrive au Chartreux, puis j'ai claqué la porte de chez mes parents. Ça s'entend plus du tout. Hein. Voilà, le contexte familial est très, très tendu. Et donc, je me retrouve à bosser dans un restaurant de fast-food, si tu veux, les soirs, un peu les week-ends, pour gagner 3 sous, payer un bout d'appart, etc. Enfin, bon, très compliqué. Et voilà, puis ça dure un mois. Et au bout d'un mois, je me fais convoquer par M. Bréchet, à l'époque, qui est donc la personne qui est en charge de la filière, qui était venue présenter d'ailleurs la filière, quelqu'un absolument génial, c'est le prof de français. Un groupe de profs incroyable. Hein. Voilà, c'est même beaucoup d'émotions en disant ça, parce que c'est la base du truc, quoi. Ouais. Et il me dit, écoutez, Cartel, il était avec sa pipe à l'époque, on fume encore, il était avec sa pipe dans son bureau, il me dit, ouais, Cartel, on a 2 problèmes. Je dis, quoi comme problème? Il me dit, vous dormez en cours, et puis c'est lié, votre mère m'appelle tous les jours savoir si vous êtes là ou pas, quoi. Il me dit, c'est plus possible. Je dis, vous voyez, c'est pas possible. Voilà. Et il me dit, effectivement, je vous propose, on va résoudre le problème en une seule fois, les 2 problèmes en une seule fois. Je vous propose un poste de pion, vous quittez votre poste de chaîne de fast-food dans la pizza. Ouais. Je vous propose un poste de pion, vous commencez demain, vous allez faire les études des 4e, et puis dès que je peux, je vous trouve une étude complète avec, vous serez pion d'internat, etc., etc. Bon, là, on te tend la main. Tu as 2 solutions. Hein. Tu es un peu en galère, tu vois que tout va commencer à partir en live et le cadre n'est plus tout à fait le bon. Et puis, je prends la main tendue et effectivement, je rentre comme pion. Il me trouve très vite un internat, donc je suis nourri, logé, blanchi sur place. Et puis, voilà, ça te met dans un contexte d'études exceptionnel. Voilà. Et puis, tout de suite avec un sentiment forcément de redevabilité. Et on se posera peut-être la question tout à l'heure, mais voilà, tout de suite, j'ai embrayé sur des activités extra pour essayer de rendre ce qu'on m'avait donné. Très bien, merci. Oui, pendant cette même période, tu découvres aussi Lyon, la ville. Qu'est-ce que tu en as pensé de passer des Vosges à Lyon? Alors, les Vosges-Lyon, si tu veux, moi je suis plutôt lyonnais que vosgien au final, parce que comme je suis arrivé jeune sur Lyon, j'avais 6 ans. Franchement, j'ai mon cœur et ma tête à Lyon. Et j'ai les souvenirs familiaux et les vacances que tu peux imaginer chez tes grands-parents dans les Vosges, mais pas plus, pas moins. Quoi. Voilà, je suis plus lyonnais que vosgien. Ouais. Et on va dire même plus haut-ralpin, parce qu'au final, tu verras, j'ai pas mal bougé dans la région. Effectivement. Au moment de... On va pousser le curseur un petit peu plus loin au niveau de ton stage DEC. Selon quels critères tu as choisi ton stage DEC à ce moment-là? Est-ce que, parce que tu étais salarié d'un cabinet, est-ce que tu devais faire tout ton stage là-bas? Comment tu envisageais la chose à ce moment-là?
Comme je te disais, mes parents n'étaient pas trop implantés on va dire, dans la profession libérale, avaient très peu de contacts de professionnels libéraux, et on avait un ami de la famille qui était avocat et qui m'avait recommandé pour le stage BTS à un cabinet, ce cabinet Alpha Compta, Gilles Galégo, il se reconnaîtra, à Genasse. Et au final, je me suis tout de suite projeté en fait, dans ce cabinet. Et effectivement, quand est arrivé le DECF et le DESCF, alors il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait passer les épreuves d'avance. Donc, fin BTS, je passe mes épreuves de DECF, j'en obtiens 9 sur 10. Fin DECF, je passe mes épreuves de DESCF 9 sur 10. Il ne me restait donc plus qu'une seule UV en début de DESCF. Et à l'époque, le DESCF se faisait en un an et on pouvait, c'était les premières fois, en alternance. Et donc, du coup, je propose à Gilles Galégo de me prendre en alternance. C'était pas courant, l'alternance à l'époque. Il accepte et puis en avant, quoi. Voilà. Donc là, c'est un cabinet que tu as découvert pour le stage. Oui. Tu as poursuivi ton alternance. Ouais. Non, et du coup, tu n'as pas connu d'autres cabinets? Eh ben non, c'est tout à fait vrai. J'ai pas connu d'autres cabinets, donc j'ai été élevé un peu à la sauce de ce cabinet, avec les choses que tu peux mettre en place et les autres que tu peux pas, donc que tu fais ou pas. Voilà, t'apprends. Je suis devenu associé dans ce cabinet. Voilà, j'ai été associé. Et puis tu évolues dans un cabinet. Finalement, tu n'as connu que ça. Mais bon, je regardais un peu ce qui se passait autour. J'avais beaucoup d'amis. Je me suis fait beaucoup d'amis tout de suite dans la profession, dans les jeunes, et puis tu vois ce qui se passe ailleurs, et puis tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce cabinet où tu es. Quoi. Ouais. Voilà. Pour continuer un peu sur le stage DEC, tu avais aussi, je me dis, un contrôleur adjoint à ce moment-là. Est-ce que tu en gardes, quel souvenir tu en gardes si, un bon souvenir, je l'ai peu sollicité. C'est un peu ce qu'on regrette aujourd'hui, que nos stagiaires nous sollicitent peu. Je l'ai peu sollicité. Si c'était à refaire, je ferais différemment. Je créerais peut-être plus de liens à long terme avec. Je l'ai peu sollicité, sincèrement, à l'époque. Et voilà. On comprend peu, finalement, quand on est stagiaire, l'intérêt de ce parrain, quelque sorte, qui va nous emmener jusqu'à la vie professionnelle. Et c'est à nous de le solliciter en tant que stagiaire et pas l'inverse. Donc voilà, je l'ai peu compris à l'époque, je l'ai compris à la fin. Est-ce que tu penses que c'est lié peut-être à la présentation qu'on peut en faire du rôle ou... alors, pas péjoratif que je veux dire ça, mais ou un manque de maturité du stagiaire ou peut-être un peu des deux. Manque de maturité complète, tu sors de l'école, tu rentres dans la profession active, donc tu découvres tout. Alors pour certains, ça va être leur premier appart, les premiers, enfin voilà, donc il y a beaucoup de chamboulements. Et est-ce que tu vis le stage comme une contrainte ou comme une chance, comme un accompagnement? Je pense que tout le monde le vit différemment, voilà. Je ne saurais pas trancher la question. En tout cas, le message est passé. Voilà. Pour les stagiaires qui nous écoutent, sollicitez-nous. Il ne faut pas hésiter effectivement sur le rôle du contrôleur adjoint. Solliciter. Et puis, parfois, un contrôleur n'a pas forcément le temps de répondre. C'est pas pour ça qu'il se désintéresse. Il ne faut pas hésiter à le relancer, à le solliciter. Ouais, exactement. Et du coup, ce qui nous amène aussi avec pied à pied et les relations avec l'ordre, les associations. Est-ce qu'à l'époque, tu faisais partie d'associations est-ce que tu avais commencé déjà à ce moment-là ou pas? Ouais. Ce BTS où je rentre, etc., où finalement je finis pion à l'internat, bon, les semaines sont longues. Là, quand tu es à l'internat, voilà. Mais bon, c'était une chance incroyable pour poursuivre ma scolarité. Et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour un peu rendre ce qu'on m'a donné. Et la filière tertiaire au Chartreux, donc dans le lycée où j'étais, c'était quand même 350 étudiants, sans compter la partie HEC. Donc il y avait quand même beaucoup d'étudiants sur site. Et un BDE moribond. Il n'y avait plus de BDE en fait, personne ne s'en occupait. Et je me dis, putain, il faut absolument reprendre ce BDE. Et là, on forme un petit groupe avec Karine et Vincent, qui se reconnaîtront, tous les deux dans la profession, expertise comptable. Et on se dit, il faut faire quelque chose avec ce BDE. Et on relance un BDE de dingue. Et voilà, je deviens président de ce BDE pour le relancer. On a fait des soirées de fous sur site et hors site. On a drainé un monde pas possible et on a fait parler à l'époque de la profession et du BTS compta. Voilà, c'était improbable. Déjà très moteur pour... Ouais, je me suis toujours dit, en fait, tu peux poser une question puis qu'on te dise non. Je demande à l'époque au père supérieur, père Plessis, je lui dis, tiens, on voudrait utiliser la terrasse pour faire un barbecue géant. Il y aura peut-être 150, 200 personnes. Et il me dit non, ça s'est jamais fait quoi. Je lui dis, vous avez le droit de me dire non. Je pose la question, on a le droit de se dire non, etc. Je pense que ça vaut le coup. Il accède à la demande et on fait un truc génial quoi. Voilà, donc
on a le droit d'entendre dire non, on a le mais- droit qu'on nous refuse quelque chose. Mais bon, quand on insiste et qu'on présente bien les choses, en général, voilà, ça Ça fonctionne. peut fonctionner. Et est-ce que à ce moment-là, quelle vision tu avais de l'ordre? Et est-ce que tu t'imaginais devenir un jour président du conseil régional? Très rapidement, ce BDE, c'est dingue l'ordre des questions que vous avez, parce que très rapidement, ce BDE, en fait parler de lui. Et on se fait inviter à l'époque par le CJEC, la section CJEC, qui était présidée, il va rigoler, par Anis Chorfi. Et Anis a tout changé à notre vision du métier. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il nous a inclus dans un cercle d'experts comptables. Et à l'époque, je lui ai dit, mais attends, on va venir à tes soirées d'experts comptables, de jeunes experts comptables, mais on est étudiants. Oh, il me dit, on s'en fout, tu dis rien, t'es comme un expert comptable, c'est pareil, allez, on y va. Et ça se passe comme ça. Et tout d'un coup, on a découvert le monde d'après. Le monde d'après, l'expertise comptable, c'est professionnel, super dynamique, à faire du business entre eux, à réfléchir sur des thèmes, etc. Alors pour nous qui étions, t'imagines, en BTS et après DECF, c'était, mais... Alors déjà, on était honorés d'être là et de participer à ça, on avait le droit d'emmener les copains. Enfin, et Anis, là, a joué un truc déterminant, c'est qu'il m'a définitivement, moi en tout cas, donné envie d'être expert comptable et de m'investir dans, plus tard, peut-être dans l'ordre, je ne le savais pas encore, mais m'a vraiment donné envie. Anis, ça a été un des éléments déclencheurs de cette petite carrière. Ok. Ouais, c'est C'est marrant. bon à savoir. Ouais, c'est bon, ça On va. le salue. On va enchaîner un peu sur la vie auprès de l'ordre, on va voir un petit peu l'institution. Exactement, on va avancer un peu dans le temps. On va arriver en 2016. 2016, c'est la première fois que tu vas être élu au conseil régional. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça arrive voilà. Alors ça arrive parce qu'en 2012, au moment où je prête serment, je suis un peu saisi par le discours du président de l'époque. Je n'étais pas le meilleur, je pense, impétrant, enfin celui qui prête serment, on appelle ça un impétrant, donc la personne qui se présente. Bon, il y a le discours de rentrée du président pour l'accueil des nouveaux inscrits, bon, pourquoi pas, etc. J'y vais, je me mets tout au fond, je suis un peu à la bourre, etc. Et Jacques me reprend la parole. Et je comprends aussi quelque chose d'autre à ce moment-là, c'est qu'on fait une profession d'intérêt général qui ressemble à aucune autre et qu'on a un rôle dans la société. Et là, ce discours-là, pour moi, me frappe. Et Jacques a les mots, je ne sais pas qui me touche moi, pas quelqu'un d'autre. Et je me dis, pareil, à l'époque, il appelle un peu au recrutement, pour recruter des sachants en exercice illégal, des contrôleurs adjoints, comme tu peux faire toi, Amélie, ou d'autres professionnels, des contrôleurs qualité. Et je me dis, il faut que je rende un peu ce qu'on m'a donné. Ils ont passé du temps, machin. Je suis frappé par le discours. Je rappelle le lendemain l'ordre. Je dis, j'ai un peu de temps, je suis associé dans un cabinet, j'ai pas trop de temps, mais on trouve toujours du temps quand on veut sur un agenda. Et je tombe sur la personne qui allait devenir secrétaire générale, Virginie Moreau-Rigaldo, qui me dit « Ah bah ouais, je te connais Damien, je vois bien quitter, etc. Je suis la directrice du service juridique, je te vois bien en tant que sachant, exercice illégal. » Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. On ne faisait pas les réunions à l'époque qu'on fait aujourd'hui en expliquant ce rôle, et peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Et je me retrouve sachant en exercice illégal. Et je suis piqué au jeu. Ça fonctionne bien, j'en fais beaucoup à l'époque. Ouais. Et sans doute que Jacques parle de moi à Damien et me sollicite. Damien Dreux, du coup, pour rentrer sur une liste électorale. Ok. Voilà. Du coup, j'en profite. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le rôle de sachant? Moi, je le connais bien parce que je fais partie des sachants. Tu m'as impliqué, toi, personnellement, dans la lutte contre l'exercice illégal. Tu ne m'as pas obligé, mais je te remercie de m'avoir sollicité à l'époque. Et c'est comme ça que je suis rentré aussi dans l'institution. C'était le premier pas. J'y suis toujours. Est-ce que tu peux expliquer aux gens? Ouais, alors le sachant, il va être sollicité par les huissiers et à accompagner l'huissier pour matérialiser, en fait, dans le cadre d'un constat ordonnance 45 qu'on peut obtenir auprès d'un magistrat. Quand on suspecte l'exercice illégal chez une personne, une entité, une entreprise, c'est la personne qui va accompagner l'huissier, les forces de l'ordre, etc., pour constater l'exercice illégal. Dire ça c'est de la compta, ça c'est pas de la compta. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est de matérialiser, de conserver les preuves, les données, qui déterminent l'exercice illégal de la compta, donc la tenue, la révision, la consolidation, les bilans, etc. Donc voilà, c'est un rôle essentiel, personne d'autre peut le faire, à part un sachant. Et parfois, on est même plusieurs sachants à intervenir sur des dossiers. Et comment on devient sachant? Est-ce qu'il y a des conditions? Non, pas vraiment. On connaît déjà, il faut être expert comptable, bien sûr, membre de l'ordre, c'est évident. Je pense qu'il faut avoir un peu d'appétence pour l'intérêt général, c'est-à-dire donner du temps à la profession. C'est une profession bénévole. Mais une fois qu'on y a goûté, soit on déteste et on arrête du jour au lendemain parce que c'est un peu touchy. Tu rentres chez les gens, il y a de la pression, des fois il y a un peu de violence, violence entre guillemets, mais violence verbale, il peut y avoir un peu de physique aussi, ça peut être touchy.
Mais quand tu te prends au jeu et que tu as le sentiment de rendre service à la profession parce que tu vas matérialiser et surtout faire cesser l'exercice illégal, eh ben, t'arrêtes plus. Et aujourd'hui, est-ce qu'il en faudrait encore beaucoup pour renforcer la profession Ouais, c'est indispensable. C'est vraiment un rôle essentiel. Déjà, en nombre, parce que sinon on sollicite toujours les mêmes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une mission bénévole et bon, on les lasse, forcément. Ça permet aussi de transmettre l'information. Jérémy, c'est pas neutre. Jeune expert comptable à l'époque, ça permet de transmettre l'information. Il la transmettra, lui, à son tour, quand il participera à des réunions sur le rôle essentiel, etc. Donc, il y a à la fois un rôle de travail sur le moment, mais aussi un rôle de transmission pour les générations d'après. Et surtout, c'est une connaissance qu'on ne peut acquérir que sur le tas. Il n'y a pas de bouquin, enfin il y a le bouquin de l'exercice illégal, mais il n'y a pas de bouquin, on n'a pas le temps dans nos métiers de s'intéresser au correctionnel, etc. de nos métiers, et finalement c'est les réunions d'information, la pratique qui fait que tu deviens un bon sachant. D'accord, merci. J'ai pété mon manier effectivement à la faveur de ce poste-là essentiel et très sympa finalement. On n'en a jamais assez, aujourd'hui l'exercice illégal en région Auvergne-Rhône-Alpes c'est 180 dossiers ouverts. Pour te faire un parallèle, en 2017, c'était une cinquantaine. Là, 180 dossiers, il faut du monde. Il faut du monde. Pas le choix. Il n'y a pas un constat à chaque fois, ouais. Mais souvent. Mais je pense que c'est important de le préciser, surtout qu'il n'y a pas besoin potentiellement d'être élu, c'est juste qu'il faut être expert comptable et se sentir effectivement capable de potentiellement les chercher. Au contraire, de dissocier le monde d'élu et le monde de sachant, c'est bien, ça permet d'avoir du recul. Chacun dans son sujet, et puis de prendre le pouls du sachant sans avoir la pression du juridique à l'ordre. Enfin, voilà, c'est un vrai rôle, un vrai boulot. Et puis c'est parfois un peu l'antichambre de l'ordre. Tu t'intéresses à ça, puis demain tu seras sollicité par l'ordre pour autre chose. Ça élève, quoi. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça m'a élevé. Voilà. Ça fait voir autre chose, ça te sort de ton cabinet. Et c'est un révélateur aussi de la société, de l'état de la société en général, parce que tu peux arriver dans la misère du monde. Des gens qui font de la compta sur un bout de table de cuisine et t'es dans le tiers-monde de la compta, et aussi des organisations très structurées avec des salariés, etc., qui ont pignon sur rue, qu'il faut essayer de démonter. Donc ça peut être très révélateur de la société, de la violence, des mots, qui sortent de notre côté feutré, B2B, on va dire, de nos cabinets. C'est un peu d'habitude. C'est une bonne porte d'entrée pour l'institution, et j'en profite. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont parfois un peu loin de l'institution, qui soient même experts comptables inscrits, diplômés en études de comptabilité, est-ce que tu peux nous réexpliquer? Alors, je ne vais pas dire rapidement, parce que c'est un sujet que je pense qui est important. Voilà, le rôle, le fonctionnement de l'institution, la partie, on va dire, CRO, donc le conseil régional, le rôle du national également. Alors, je pense que c'est important qu'on se prenne un peu de temps aujourd'hui, parce que moi-même, avant d'être... que tu nous intéresses en tant que président à l'institution, à son rôle. Parfois, j'ai vécu presque 10 ans en tant qu'expert comptable, en étant un peu loin de tout ça, de l'institution, du conseil, des syndicats. C'était très flou. Alors j'ai fait une séance rattrapage pour apprendre un petit peu comment tout ça est organisé, à quoi ça servait, quelles étaient les fonctions, l'organisation de chacun. Et si tu nous en parles, prends quelques instants, prends le temps qui te semble nécessaire. Alors avant de répondre à ta question, et comme on n'a rien préparé, sincèrement, je suis pas prêt déjà, mais c'est pas grave. Je vais faire une synthèse et il y aura peut-être pas tous les éléments de langage, etc. qu'il faut. Mais moi j'ai une question pour vous. Okay. Comment vous l'avez vécu ce passage et comment vous vivez votre avant et après dans l'institution? Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça vous a élevé? Est-ce que vous voyez les choses différemment ou pas? Ouais, moi c'est un peu comme Jérémy. Je pense que j'étais aussi, pas éloignée, mais je ne pensais pas que l'ordre faisait autant de choses que ça et qu'il y avait autant de rôles, même en n'étant pas élu. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le côté de ne pas être, qu'on pouvait faire des choses sans être élu. Et c'est vrai que le rôle de l'institution est quand même très large et hyper intéressant. On aura envie de tout voir, c'est le temps qui manque un petit peu entre cabinet, l'ordre, mais les missions sont effectivement très très enrichissantes et permettent, je te rejoins, de s'élever complètement. Moi je considère que c'est une chance d'être élu aujourd'hui et pouvoir faire des choses pour l'ordre. Et donc pour la profession, pour les confrères et les consoeurs en général de la région, et voire même potentiellement aller déborder, et au-delà, au niveau du national parfois, c'est une chance. Alors, bon, c'est connu il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai mis un doigt de pied par le biais de l'exercice illégal dans l'institution qui est le CRO, sans jamais finalement vouloir aller beaucoup plus loin, parce que j'étais concentré sur mon cabinet, mais j'aurais pu, c'est un manque d'opportunité.
Et l'opportunité, tu me l'as offerte il y a un an, et aujourd'hui, je suis ravi. Voilà. Parce qu'en fait, en synthèse, on n'a jamais le temps de rien. Ouais. T'aurais pas ça, t'aurais pas le temps de toute façon. Ouais. Donc, voilà. Et en fait, on s'adapte, on s'organise. Je trouve aussi que ça nous sort de nos cabinets et on va plus vite, on travaille plus vite. Ouais. Plus aussi en groupe. Moi, ça m'a appris aussi à travailler plus en équipe. Je trouve aussi qu'il y a un côté ultra bienveillant de l'institution vis-à-vis des membres de l'ordre et de défense. Moi, j'ai découvert ce monde. Hein. Je ne suis pas du tout issu de ce monde, comme je vous disais. Et ce monde de bienveillance exigeant, et très exigeant envers elle-même. C'est un monde qui est exigeant envers lui-même, mais ultra bienveillant, quoi. Et quand on est entre élus ou entre anciens élus ou avec nos membres de l'ordre, etc., c'est toujours délicat de faire passer l'information, de dire non mais venez, il y a de la bienveillance, on écoutera toutes les histoires, on y répondra, on essaiera d'y répondre et ce sera un partage d'expérience. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Un intérêt commun. On voit peut-être des experts comptables. Il n'y a pas de concurrence en fait. Exactement, il n'y a pas de concurrence. Quand on nous présente, quand on parle de confraternité, parfois on nous oppose la concurrence sur le client, sur les collaborateurs. En fait, on se rend compte que si on n'est pas solidaire entre nous, on ne pourra pas se battre. Et au contraire, c'est un truc de dingue quand on est solidaire, les montagnes qu'on arrive à soulever. Pour répondre à la question. Après, la question, c'est pas forcément. Non, mais je fais une synthèse. Ouais, c'est. Voilà. Par exemple, notamment, on est jeunes confrères, on vient de s'installer pour des gros. Même si on est bien sûr, on connaît les institutions, mais je pense. On ne se rend pas compte de l'ampleur qu'a l'institution et on pourrait se demander quelle est la différence entre le national et le régional. Alors ça, c'est peut-être plus pour les étudiants qui sont dans nos filières. Voilà, parce que... Alors, on va partir de l'ordonnance de 45 qui nous a donné des prérogatives, ce qu'on parlait tout à l'heure, ce qu'on défend avec l'exercice illégal, mais c'est le deuxième article de l'ordonnance où on a nos prérogatives, donc tenue, révision... consolidation, les mots m'échappent, mais l'ensemble de l'ordonnance, la deuxième ordonnance, la preuve que c'est pas prévu, donc c'est pas préparé. Mais elle nous a donné, du coup, en échange, donc la tutelle nous a dit OK pour les prérogatives, en échange, je vous donne des obligations. Donc les obligations, c'est quoi? C'est tenir un tableau, faire du contrôle qualité, toujours plus. Aujourd'hui, la lab. Et puis des prérogatives autour de ça, l'exercice illégal, vous avez l'obligation de vous défendre, c'est pas un droit, dans l'ordonnance, vous avez l'obligation de vous défendre par vous-même pour maintenir cet état d'ordonnance et de prérogatives, tout un tas d'obligations. Alors, tout de suite, on va dire que le discours direct se fait entre le Conseil national et Bercy. Donc, les obligations sont menées par le Conseil national, c'est l'interlocuteur direct. Et schématiquement, le Conseil national délègue ces obligations-là, ces devoirs, aux régions sur certains sujets qu'elle ne peut pas mener à distance. Okay. Typiquement, le tableau. Le tableau est tenu par les conseils régionaux sur un outil national. Mais chaque région inscrit, vérifie, avec ses particularités. On n'inscrit pas de la même manière en Nouvelle-Aquitaine ou en Martinique qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il faut que la finalité soit la même, avec la même exigence. Mais les typologies régionales, d'usage, etc., ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Par rapport au nombre de confrères, par rapport aux bureaux secondaires ou pas, plus nombreux ou pas, etc. Le Conseil national, lui, a un rôle assez politique, propose des textes, propose l'organisation de la profession, un rôle de communication. Et on va dire qu'il y a beaucoup de choses en termes de régaliens pratico-pratiques qui redescendent dans les régions. Donc, on a le ministère de tutelle qui surveille l'application de l'ordonnance, qui donne des obligations au Conseil national. Le Conseil national délègue des obligations aux conseils régionaux. Voilà schématiquement comment ça fonctionne. Et après, les conseils régionaux, en fonction de leur taille, leur capacité financière, de leur implantation dans la région, et puis de l'historique que tu reprends ou pas, j'imagine, tu arrives à développer des services. Donc aujourd'hui, en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 17 collaborateurs, juste pour le conseil régional, parce qu'après on a l'organisme de formation et la CRCC, mais ça c'est la partie compagnie, on partage un organisme de formation en commun. Mais juste le conseil régional, donc 17 collaborateurs, donc on tient le tableau, on suit la formation de nos stagiaires, il faut organiser la formation des stagiaires, la formation continue de nos confrères. On réalise toute la partie exercice illégal, toute la partie aussi déontologie litige, les conciliations, les arbitrages, et puis quand ça va plus loin, que ce soit d'ailleurs entre confrères ou avec les clients. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la partie réglementaire.
Et puis bien entendu, dans la partie réglementaire, excusez-moi, j'en oublie une essentielle, c'est le contrôle qualité, indispensable, voilà, qui permet de démontrer qu'on maintient un niveau de qualité important et d'adaptation de notre métier aux enjeux de la profession. Voilà, c'est la partie réglementaire. Puis après, il y a des services un peu optionnels que tu développes en fonction, et qui s'appellent d'ailleurs pas du tout pareil d'une région à l'autre. Tu vas avoir la communication, toute la communication qu'on développe, d'ailleurs à travers cette émission par exemple. Toute la partie attractivité, la façon comment tu vas la travailler, est-ce que tu la détaches de la formation, est-ce que tu inclus dans la formation, ta relation CJEC à l'annexe, voilà, tous les services qui vont tourner autour finalement de la communication de l'ordre et de ce qu'on va en faire, qui sont optionnels. Tu as les moyens ou pas de les faire d'ailleurs, et tu as aussi l'historique ou pas pour pouvoir le mener, et puis la partie régalienne qui est obligatoire. Le national, lui, donc, il a ce rôle politique de faiseur finalement de doctrine et de proposition de texte. Il a aussi un rôle de coordination, il faut bien coordonner tout ça. Donc il met à disposition des outils pour que l'outil soit le même, que tu sois en Nouvelle-Aquitaine, à Paris ou à Lyon, il y a un seul réceptacle pour toutes les données, pour avoir un tableau national, pour avoir un contrôle qualité national, une lab nationale, voilà. Mais c'est un rôle de coordination. Ils ont développé bien sûr d'autres services au Conseil national, notamment autour de la communication. Vous voyez les grandes campagnes de communication qui peuvent être réalisées ou autres. Voilà, ça c'est 180 collaborateurs au Conseil national à peu près. En fonction des mandatures, c'est entre 180 et 200. Et puis chez nous, voilà, 17 au Conseil régional, plus l'Institut de formation. Ok. Du coup, si on parle un peu plus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc 17 collaborateurs, 17 salariés au niveau du Conseil régional. En termes d'élus et de confrères en général, si tu as quelques chiffres à nous donner. Voilà, 2700 confrères dans la région, et en termes d'élus, 36. Donc le CRO, c'est une petite PME, on va dire, à manager, avec les attentes de chacun, les égos de chacun, voilà, et puis les idées de chacun surtout, voilà, à mener. Mais on va dire que ça se passe extrêmement bien. Et puis nos 2700 confrères répartis sur un énorme territoire, qui est un des plus gros territoires français, qui vont du Cantal jusqu'à Thonon, donc Cantal Haute-Savoie. La journée peut être remplie si tu pars de Lyon, que tu vas voir nos amis Cantalou et que tu remontes en Haute-Savoie. Mais effectivement, un territoire vaste, avec des typologies départementales importantes et une fragmentation des confrères. Voilà, on va dire une typologie d'exercice qui va être différente à Valence de ce qu'elle est sur Lyon, qui va être encore différente à Grenoble. Voilà, il faut s'adapter, une interprofessionnalité qui est vécue différemment. Voilà, mais c'est très intéressant parce qu'on arrive à tous bosser ensemble et dans le même sens, donc c'est passionnant. Du coup, j'ai une question, et on est élus aujourd'hui tous les trois, et on représente l'ensemble des confrères de la région. Est-ce que tu peux simplement, en quelques mots, nous parler des syndicats? Moi, personnellement, quand j'étais expert comptable, et on reçoit des magazines, des syndicats, c'est pas toujours qui fait quoi. Sans rentrer dans les détails, dans les polémiques, c'est pas du tout l'idée. Simplement, quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les syndicats qui existent et leurs fonctions? Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a 2 syndicats et un futur syndicat, a priori, parce qu'il y a ECF et IFEC, et il y a un syndicat, pour l'instant, qui s'est reconstitué en syndicat et qui est non représentatif, c'est EPA. Alors, on va parler des syndicats, donc ECF et IFEC. Quel qu'il soit, en fait, moi, ce que je peux dire à nos confrères, syndiquez-vous, quoi. Cotisez à ces syndicats, montrez du nombre. Pourquoi ? Parce que quand un ministre ou quand un politique au gouvernement appelle la profession, vous avez vu tout à l'heure que l'ordre, le CNO, est là pour organiser la profession. Il n'est pas là pour défendre politiquement la profession. Eh bien, en théorie, il doit appeler les présidents de syndicats. Moi, je me mets à la place d'un politique. Quelle est la mesure du pouvoir d'un syndicat quand il va représenter 1000 ou 2000 syndiqués sur 21 000 ou 22 000 confrères? 0, en fait. Donc, il faut se syndiquer. Quelles que soient les tendances, quels que soient les choix, enfin voilà, l'objectif, c'est qu'il faut syndiquer le maximum de monde, il faut renforcer les syndicats, c'est hyper important. Il faut les renforcer aussi parce qu'ils travaillent avec aussi les syndicats salariaux, parce qu'il y a toute une partie coordination avec les syndicats salariaux, et sur les négociations patronales, etc. Et ça, il faut les faire grandir. Il faut faire grandir notre profession. Alors, on parle souvent des négociations de conventions collectives, mais ils sont indispensables. Et il faut les enrichir, quoi. Voilà. Et il ne faut pas que ça tourne toujours sur les mêmes. Il faut amener un peu de jeunesse, un peu de fougue dans tout ça. Et c'est un peu, voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a un ordre puissant et des syndicats
Ouais, qui sont bien sûr l'antichambre de l'ordre, puisque on a souvent des futurs élus, on fait ses armes au syndicat, ou pas d'ailleurs, hein, vous en êtes la preuve, moi aussi. Malgré tout, il y a une culture professionnelle à acquérir dans les syndicats, ils sont indispensables. Voilà, moi je peux dire qu'un truc, c'est syndiquez-vous, allez-y à fond, et si un jour on a un syndicat ou 2 syndicats qui sont très forts vis-à-vis d'un gouvernement, ça change la donne. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour cette partie autour des institutions. Merci pour les explications très claires. Si aujourd'hui tu es expert comptable, tu as ton cabinet, à la fois tu es expert comptable et commissaire aux comptes, tu es président du CRO, comment tu fais matériellement pour arriver en termes de gestion du temps, pour arriver à mener toutes ces vies, on va dire la vie, les double vie professionnelle et ta vie personnelle? Voilà. Alors, je pense qu'il faut assumer. En tout cas, moi, je l'assume pleinement. Moi, mon travail, il est pas H24, mais il est 7 jours sur 7. Moi, je travaille en 7 jours, déjà, de base. Je me suis pas dit, là, je m'octroie obligatoirement dans la semaine 3 jours pour l'ordre, 2 jours pour le cabinet ou l'inverse. Non, moi, tout est mélangé. Okay. L'agenda est ouvert avec toutes les personnes avec qui je travaille et on y arrive. On y arrive d'autant bien que depuis quelques années, quand même, 5, 6 ans, 7 ans, la visio est généralisée. Donc, on peut être le matin dans le Cantal en visio et l'après-midi à Chambéry en physique ou l'inverse. Et en fait, sincèrement, ça marche bien. Après, la vraie question, c'est de donner de la disponibilité. En 7 jours, on y arrive. Je pense qu'il y en a d'autres qui y arrivent en 5 jours. Je pense qu'ils sont peut-être un peu moins présents au cabinet. Moi, le challenge, c'était de maintenir mon cabinet, maintenir mon activité professionnelle, au moins au même niveau de ce qu'elle était, et mener l'ordre en même temps. C'est un défi qui se tient. Voilà, il y a des moments très compliqués. On imagine. Un peu difficile, mais non, sincèrement, sur une journée bien remplie, on y arrive vraiment bien. Et voilà. Mais après, c'est propre à chacun. J'ai mon associé, Romain, qui lui aime bien couper. Voilà, il a son truc. D'autres confrères, je vois bien dans le comportement où je sais que je vais leur laisser un répit tel jour parce que c'est leur jour où ils font ci, ça. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Chacun gère comme il veut. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression avec ça. Dans une ère où on dit il faut tant de jours, tant de machins, tant de trucs. Moi, je suis tout l'inverse. Je dis allons-y, gaiement, et puis on verra bien. Exactement. Et je suis heureux comme ça. Je me vide la tête en réalisant les tâches qu'il y a réalisées. Okay. Et on y va. Voilà. Bon, on va quitter un petit peu l'institution pour revenir sur sa partie justement cabinet. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, en 2013, au moment où tu crées ton cabinet. Est-ce que tu te souviens déjà, on va revenir même un peu avant, au moment où tu as eu ton DEC, ton sujet de mémoire et l'année d'obtention de ton diplôme? Mon sujet de mémoire, c'était sur les entreprises en difficulté, enfin les méthodes alternatives de résolution des entreprises en difficulté. Je travaillais, et c'est vrai, c'est un thème courant que j'aime bien traiter. Pourquoi ? Parce qu'on bossait beaucoup en interpro avec des avocats et administrateurs sur les résolutions amiables. Alors, c'était pas trop à la mode à l'époque, ça commençait à le devenir, sur les conciliations notamment. Et mandat ad hoc. Et du coup, je me suis passionné pour les entreprises en difficulté. Enfin, c'est pas une passion, parce qu'on va avoir que les entreprises en difficulté, mais je me suis passionné pour les procédures. On a eu surtout avec ces personnes en interpro quelques succès, voilà, de retournement d'entreprise pour ces chefs d'entreprise qui étaient en difficulté, qui ne voyaient pas le bout, les accompagner. Alors, c'est très stressant, c'est une activité qui est stressante, qui est énergivore, etc. Mais quand il y a du succès au bout et que vous avez accompagné quelques clients en difficulté, etc., franchement, il n'y a rien de plus gratifiant, sincèrement. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, obtention du diplôme en 2012, janvier 2012, c'est ça ? Oui, c'est possible, avec des sessions. Non, je n'ai pas la date. Janvier 2012, et je dois prêter serment en été 2012, et je crée mon cabinet en avril 2013. Alors, au début, pas forcément par choix, c'est parce qu'on se sépare avec mes associés à l'époque. On était d'accord, on l'est un peu moins, voilà, on décide de se séparer et je recrée donc ce cabinet avec 2 collaborateurs à l'époque. Et puis après, donc en pleine période fiscale. Ouais. On croit savoir qu'elles partent en congé mat. Et c'est ça, vous êtes bien renseignés. Mes 2 collaboratrices d'alors, effectivement, partent en congé maternité successivement en avril et en juin. Et je recrute tout de suite celui qui allait devenir mon associé plus tard. Comme quoi, des fois, les choses fonctionnent bien. Romain Reichaud, qui, voilà, je le recrute. Il est un peu déçu d'une première expérience dans un cabinet. Il est sur le point de quitter la profession. Je l'embarque. Mais d'ailleurs, vous étiez connu dans cette expérience professionnelle. Jérémy, voilà. Et je l'embarque, et puis on s'entend bien. Tout de suite, on a une croissance incroyable, un coup de bourre de fou dans ce tout petit cabinet.
j'avais pas vraiment d'ambition pour ce cabinet. Très sincèrement, je voulais surtout, j'étais obnubilé par payer mes collaborateurs et me sortir, pas d'échec, mais c'est un échec humain en fait, cette période précédente, et de m'en sortir. Et voilà. Du coup, on a l'anecdote de Romain qui nous a dit avoir signé son contrat de travail au café du coin. C'est un bout de table. Il n'y avait pas de bureau. Et avec Et donc, on a une photo à te montrer. Ah oui. Ça, c'était le premier séminaire en 2 chevaux Voilà. dans le C'est ça. Beaujolais. Donc là, on est en 2014. À Oui. l'été 2014, vous étiez 5 à ce moment-là. Est-ce que tu imagines... voilà. Qu'est-ce que tu as comme ambition à cette époque-là? Est-ce que tu te dis, on verra bien? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question, parce que moi, je me la pose également pour mon cabinet, où j'ai l'impression des fois de subir ma croissance. Je ne me dis pas, l'objectif de 2025 ou 2026, c'est de faire tant de chiffre d'affaires. C'est, voilà, je fais partir les clients qui partent d'eux-mêmes déjà, qui savent que moi, je ne veux plus. J'accueille ceux avec qui j'ai envie de travailler, et puis ça se fait au fil de l'eau. Toi, comment aujourd'hui tu gères? Je pense qu'on a les mêmes profils, Jérémy, tous les deux, de développement. Je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir ce petit cabinet. Après, cette histoire, elle se fait avec beaucoup de monde. Hein, tu vois, sur la photo, donc Prisca, qu'on a accueillie, qui était collaboratrice au cabinet, qu'on accueille en décembre 2013. Donc c'était déjà la 4e ou 5e collaboratrice, tu vois, en quelques mois. Prisca, on a une histoire incroyable avec elle, avec l'inspection du travail, enfin un truc de fou. C'est pas le lieu, mais bon, voilà, il y a des sujets. Et Julien qui est à côté, c'est un de mes meilleurs amis. Ça passe aussi par ça, par l'amitié en fait des gens qui t'entourent, les gens qui te voient créer une entreprise, créer un cabinet, qui vont t'envoyer tous les contacts qu'ils ont, qui ont envie de te voir réussir. Parce que c'est ça aussi, hein, ton entourage, est-ce qu'il a envie de te voir réussir ou pas? Moi, je leur suis très redevable, hein, des Jean-Emmanuel, Julien, Mickaël et tous les autres. Eux, ils ont envie de te voir réussir, ils te portent avec ça, ils sont fiers de tes balbutiements et tu as un afflux client. Alors, tu as raison, on subit parfois la croissance, mais est-ce qu'on dit non? En fait, on pourrait dire non. En fait, notre tempérament dit non. Tu vas avoir d'autres développements de cabinet qui vont fonctionner différemment, qui vont rythmer l'accueil client, qui vont dire stop, qui vont faire des tempos, etc. Bon, voilà. Je pense que Romain, mon associé, est dans le même délire que nous, tu vois, dans l'accueil client, la réponse aux questions. Un client qui t'appelle, ça ne va pas forcément être un client qui va signer, mais tu lui auras répondu et te conseillera à quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Et c'est un travail à très long terme. En fait, si on fait ce métier-là pour le faire pendant 5 ans, faire de la croissance et dégager du métier, en fait, je pense qu'on est passé à côté de ce métier. C'est un métier à long terme, on apprend tous les jours, on doit être passionné de ce métier, je pense. Et puis on a une posture, on a une position dans la société, on doit renvoyer aussi cette image-là, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui, des conseils ou une recommandation sur les difficultés que toi, tu as eues à ce moment-là? Je le dis tout le temps, je le dis aux stagiaires, je le dis à tout le monde, mettez l'accélérateur, il n'est pas à gauche sur l'embrayage, ni au milieu sur le frein, il est à droite, vous mettez le pied au plancher, répondez à toutes les exigences professionnelles, structurez-vous au fur et à mesure, voilà. Posez-vous de temps en temps, faites un bon prévisionnel, prenez bien toutes les échéances. Si vous avez des difficultés, rapprochez-vous de vos amis qui sont dans la profession ou de l'ordre, et vous trouverez toujours un accueil bienveillant, mais pied à fond, à droite, au plancher. Enfin, moi... Ce serait le conseil. Ouais, c'est ça. Petite question, notamment par rapport au recrutement de Romain et à son association. Est-ce que tu avais des critères spécifiques? C'est du feeling? Comment tu as fait pour te dire... Est-ce que tu as vu déjà l'associé en lui quand tu l'as recruté? Ou pas forcément, hein? Il y a plusieurs questions, je suis désolé. Ouais, non, écoute, le premier contact téléphonique était déjà, je pense, autant étrange pour lui que pour moi, dans l'approche. Je me suis dit que c'était un garçon qui venait de loin, enfin, dans ses études, dans son parcours professionnel, qu'il était en hésitation, que je pouvais peut-être lui faire voir autre chose de ce métier-là. Et j'ai vu quelqu'un avec une force de travail incroyable. En fait, j'ai vu à travers lui, je me suis vu en termes de force de travail. Okay. Et je me suis dit, là, ça peut matcher. Voilà, il ne faudra pas que je le déçoive si un jour j'ai un coup de mou, quoi que ce soit, mais ça peut matcher, ça a matché. Voilà. Mais après, dans ta vie professionnelle, autour de toi, bien sûr, tu as ta compagne, Cécile, je veux dire, qui a accompagné aussi tout le développement de ce cabinet, parce que tu peux pas... voilà. Alors, pour le coup, tu peux avoir la vie professionnelle, la vie à l'ordre, mais à un moment, il y a un truc qui coince, ça va être la vie familiale. Et elle peut en pâtir. Bon, ton compagnon ou ta compagne qui est à côté de toi, ouais, effectivement, fais le joint, tu as des enfants, tu as une vie personnelle aussi à côté. Il faut que tout le monde soit raccord. C'est sûr qu'il y a des sacrifices aussi d'un côté ou de l'autre, et ça, il faut en être conscient aussi. Oui,
Bon. Et est-ce qu'au niveau de l'organisation de ton cabinet, tu l'as vu, j'imagine, évoluer au fil du temps et aussi par ton engagement vis-à-vis de l'ordre, est-ce que tu as vu des postes qui n'existaient pas il y a 10 ans arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Tout a changé. Tout a changé. Si tu veux, au début, j'ai reproduit moi, l'organisation du cabinet que je connaissais. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de la croissance, des échanges avec les uns les autres, ce que je voyais faire, tu vois, typiquement quand tu es à l'ordre, tu vois faire des choses, mais aussi les échanges tout de suite en interne avec Romain ou autres sur l'organisation de cabinet, de comment on pouvait être plus performant et rendre un meilleur service, tu adaptes. Voilà. Donc oui, tu crées des postes. Moi, je n'avais jamais imaginé créer un service social. J'étais encore dans la mode où tout le monde fait tout, comme certains cabinets, mais c'est tout à fait louable pour plein de raisons. Voilà. Il y a des cabinets qui ont aujourd'hui une centaine, 150 collaborateurs dans la région où tout le monde fait encore de la compta et de la paye. Mais ça peut fonctionner. Enfin, moi, j'ai pas de sujet. Il faut que ce soit bien calibré, bien câblé, etc. Nous, on a changé d'optique. Voilà, on a créé des services avec des responsables de services. Enfin, voilà, des choses que j'aurais jamais imaginées. Quelques années auparavant, tu vois, où l'autonomie était peut-être se fabriquait différemment. Et je pense qu'à notre niveau, on a pris le bon tournant par rapport aussi au tournant de la société, avec la déresponsabilisation générale, etc. Voilà, on a su fédérer aussi des responsables au sein de notre cabinet. On a su emmener des gens pour manager, pour faire grandir, etc. Je viens de fédérer, on a une autre image aussi qui visiblement résume bien aussi un aspect de ta personnalité où tu aimes bien le côté proximité, festivité et que tu organises un certain nombre d'événements à ton cabinet. C'est la maison rivale d'Erieux, c'est un écaillé de l'Est lyonnais, un très bon copain aussi. Oui, alors effectivement, on est au sortir du Covid. On se dit, bon sang, il y a la facture électronique, on est en 2022, la facture électronique est pour l'année prochaine, en 2023. Voilà. Et il faut absolument qu'on embarque tout le monde en termes de formation, en termes d'équipement, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux d'emmener tes clients, enfin de faire une soirée client. Moi, j'adore les faire au cabinet parce qu'on fait rentrer nos clients dans le cabinet. Ils voient le cabinet sous une autre forme, avec les collaborateurs qui sont là et avec un autre appétit. Ça, c'est une soirée qui finit, je me souviens très bien, à 6h du matin, très compliqué. Okay. Mais l'échange était bon. À la fin, je me souviens, on commercialisait déjà jefacture.com, je crois qu'on en vend 80. Les clients sont à fond dedans, sont déjà sur la facture électronique. On leur annonce quelques mois après que tout est à la poubelle. Voilà. Bon, cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est bon, on y va. Tu parlais de tes clients. Est-ce qu'il y a un client ou une situation en particulier qui t'a marqué pendant ta carrière? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? On a généralement tous un peu eu. Alors, en bon ou en mauvais, je pense que j'ai eu à peu près tout. En bon, ma rencontre avec un copain, Jean-Emmanuel. Voilà, un échange de poignées de main, il oublie sa serviette, et puis il vient au cabinet, il boit un café, puis on se quitte plus jamais. Voilà, ça c'est rigolo, comme quoi tu crées, voilà. C'est compliqué, du coup, un dossier que je délègue à mon associé pour pas avoir, pour créer de la distance, mais ça, c'est une histoire incroyable, quoi, je veux dire, ce rapprochement. Et puis, le mauvais, et ça, il faut le savoir aussi, on peut tomber sur des clients qui créent un peu d'anxiété, des menaces. Voilà, tu coupes la mission comptable ou payes parce que tu n'es pas payé depuis 3 mois, et puis tu dis stop, c'est fini, et puis là, tu reçois des menaces privées, personnelles aussi. Donc ça, il faut que tout le monde en soit bien conscient, mais il ne faut rien lâcher. Il faut répondre, je pense, à la menace, par la menace et à la violence. Pas forcément par la violence, mais en tout cas, faire passer les bons messages pour dire qu'il y a du monde aussi en face, et que ça va, faut pas déconner. Et voilà, et ça fait grandir aussi. Voilà. Il n'y a pas que les côtés positifs et festifs qui font grandir, ou l'ordre. Je pense qu'il y a aussi s'affirmer dans un milieu professionnel, ne pas subir les pressions, y répondre aussi par de la pression, et instaurer un rapport de force, faire très attention quand on fait rentrer des clients. En général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et s'en séparer le plus vite possible. Et du coup, sur ton rôle aujourd'hui au sein du cabinet, alors, tu l'as dit, toi, tu n'es pas tellement à avoir une journée cabinet, une journée ordre, mais est-ce que tu peux décrire un peu une journée un peu type dans tes missions que tu fais aujourd'hui concrètement pour qu'on puisse comprendre un cabinet qui a déjà de l'ancienneté aujourd'hui en tant qu'expert comptable, associé, dirigeant? Qu'est-ce que tu fais? Je ne serais peut-être pas le plus représentatif pour le coup. Moi, ma journée type, c'est je passe tous les matins au cabinet. Alors j'ai la chance parce que l'ordre finalement n'est pas si éloigné que ça de mon cabinet. Je suis à 20 minutes et puis c'est le passage logique
pour le trajet. Donc jusque-là, ça va. Donc tous les matins, je passe au cab. J'essaie d'y repasser tous les soirs, si j'ai une journée ordre. Voilà. Ouais. Après, sur la journée type, je vais vous décevoir parce que j'ai encore quelques dossiers en direct. Donc révision, compta, tenue, déclaration de TVA. J'en fais encore quelques-unes. Pour plein de raisons. Déjà parce que je suis attaché à ceux ou ces clients-là. De deux, ça permet de maintenir les compétences techniques, mine de rien, sur nos outils, de pouvoir les tester aussi. Oui. Mais c'est tout bête. Par exemple, je fais tout seul la compta du cabinet, des holdings, des structures qui entourent le cabinet, mais aussi de quelques clients. Je révise encore des bilans. Voilà, je suis encore à fond dedans, tu vois, sur certains sujets en période fiscale. Et puis, surtout, de garder la compétence technique te permet, en cas de coup de bourre, tu prends le relais de tes équipes. Et ça, voilà, c'est indispensable. Je pense qu'il faut maintenir une compétence. Montrer que voilà, j'ai un truc en tête, tu vois, une soirée cabinet il y a quelques années, j'ai une collaboratrice en difficulté, on est le 21, comme des cons, on fait la soirée le 21 ou le 24, tu vois, du cabinet, et puis le soir-là, elle a eu les élémentaires, machin, elle n'y arrive pas, il reste 3 dossiers, il est 18h, tu vois. Bon, je me mets à côté d'elle, elle me regarde, elle fait, tu fais quoi? Je t'en prends une ou deux, là. Je te prends une ou deux TVA, je te file un coup de main. Elle me dit, mais tu vois, bien sûr que si. Je lui dis, bon, ça sera peut-être pas parfait. Hein. mais c'est indispensable. Alors déjà, ça crée de la proximité avec tes équipes. Oui. Et puis on a une légitimité là-dedans, un peu à défendre. Voilà. Alors après, dans les autres journées type, tu as toujours forcément un peu de RH. Hein. Dans nos cabinets, on fait du management, on fait des trucs très positifs. Puis des fois, on résout aussi des conflits, que ce soit entre collaborateurs ou cabinet. Bien sûr, de l'accueil prospect-client, voilà, du conseil. Beaucoup de conseils, et puis de l'organisation, de la planification de l'organisation. Parfait, merci beaucoup. Un peu comme vous, quoi. Oui. Un peu comme nous, exactement. Même si c'est ça que ça change en fonction avec l'évolution. Oui. Il n'y a pas que le rôle de président qui t'impacte, c'est aussi le changement de taille. C'est ça. Tu n'as pas le même rôle quand tu es à 5 ou à 30. Non, et puis tu ne te donnes pas le même rôle non plus. Ouais. Je pense que, et aussi avec l'ancienneté de ton cabinet. Si tu as fidélisé des collaborateurs qui ont les pratiques du cabinet, etc., ils gagnent en autonomie. Cette autonomie-là, il faut l'enrichir. Il faut trouver les sujets pour leur maintenir ou leur garantir encore des évolutions, et toi te retirer intelligemment tout en maintenant ta supervision. Donc tout ça, je pense que ça change tous les ans. Il n'y a pas une organisation de type. Il faut s'organiser au fur et à mesure du temps. Exactement. Ça change tout le temps. Mais c'est ça qui est intéressant. Exactement. On va passer un petit peu sur le côté vision, ta vision pour la profession en général. Il faut imaginer qu'on est à un tournant, mais je crois que le tournant est tout le temps. On voit beaucoup de concentration de cabinets, on voit une financiarisation de la profession, l'IA qui arrive, les outils qui sont aujourd'hui très différents, qui impliquent beaucoup plus le client qu'auparavant. Comment tu vois la suite? Moi, je la vois bien, je la vois très bien. Enfin, je suis vraiment très confiant pour la profession. Déjà parce que elle a pris le tournant de la facture électronique en termes de communication, et l'expert comptable maintenant, c'est ce qu'on craignait, mais on a bien fait comprendre que l'expert comptable était le hub de beaucoup de métiers, et sur la facture électronique, nous sommes la profession incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui se pose la question sur sa facture électronique, sur le système qu'il veut utiliser, quel qu'il soit, son premier réflexe, et j'espère, ça va être l'expert comptable. Demander à l'expert. Ça ne va pas être telle ou telle profession, c'est l'expert comptable, c'est son conseil du quotidien, c'est son généraliste. La facture électronique, ce tournant, même l'IA, ok, ça va être des outils qu'on va utiliser, c'est une modification finalement de la collecte de données, mais la donnée, il va toujours falloir la traiter, la paramétrer. Moi, je rigole quand je vois les commentaires de gens qui ne font pas notre métier et qui se permettent de commenter. Et voilà. Aujourd'hui, on ossérise quand même dans nos cabinets, pour certains, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a des entreprises, nos cabinets, qui font de la reconnaissance de caractère des factures et qui font de la préimputation. C'est ça, il n'y a pas 5 ans, quoi. Oui. C'est il y a 20 ans, c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est de la robotisation, en réalité. Donc, aujourd'hui, mettre une dose d'intelligence artificielle en plus, oui, pour améliorer le process, etc. Mais à la fin, la validation, le paramétrage, toute la prestation intellectuelle, elle va rester. Ça, j'en suis convaincu. Par contre, ça va nous augmenter. On va peut-être avoir un tout petit peu plus de disponibilité pour aller plus loin dans l'accompagnement, la gestion. Je pense que ça en fait en frémir. En fait, la crainte, elle est peut-être plus vraiment sur nous, elle est peut-être sur d'autres métiers qui nous entouraient. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir se concentrer vraiment sur les tableaux de bord, apporter de l'automatisation et de l'intelligence dans le rendu de mission. Et ça, c'est important. Augmenter la valeur de l'administratif aussi, préparer les paiements pour nos clients, rentrer
Alors, on dit toujours du full service, mais full service, on met bien ce qu'on Ouais, veut ça dedans. veut Mais tout dire. voilà, moi déjà, si tous mes clients, tu vois, dans 5 ans, j'arrive à les équiper tous autant, quelle que soit la taille, d'un tableau de bord qui est issu d'une formation très courte, enfin très pertinente à la semaine ou à un mois, mais on a tout gagné, quoi. Ouais. On a tout gagné. Et j'y crois vraiment. Parce que la facture électronique, à part collecter des données, on va rien faire de plus, Non. en fait. Donc, on va collecter les données plus rapidement. On n'aura pas besoin de demander la facture de Tartampion au client X pour il y a 3 mois parce qu'on ne l'avait pas, mais on ne voulait pas l'embêter avant, on attendait, enfin, comme toujours dans nos cabinets. Mais on va collecter plus rapidement la donnée, normalement dans ce seul canal ou dans les différentes PA, les anciennes PDP, mais dans les différentes PA, on va réussir sans doute à collecter les données, elles seront identifiées par client, et ça va être génial. Et je pense que nos collaborateurs passeront moins de temps à questionner, à relancer, à machin, pour du boulot qui ne sert à rien, quoi. Affaire à suivre, merci. Voilà, c'est rassurant. On espère. Mais non, je suis très confiant pour cette profession. Je pense qu'il y a d'autres métiers qu'on commence aussi à s'approprier, comme la gestion de patrimoine. Ouais. Voilà, tous ces métiers qui sont connexes, à mon avis, doivent rentrer dans le champ de la profession, avec certains garde-fous malgré tout. Gestion de patrimoine, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait opposé au courtage, voilà, qui romprait notre indépendance. Moi, je suis très attaché à nos adages, et notamment l'adage de l'indépendance. Voilà, je crois que vraiment, il faut être vigilant là-dessus, donc je suis très opposé à ça. En attendant, on peut très bien faire un métier de gestion de patrimoine. Et je pense qu'il y a déjà des modèles qui existent où on a des gens qui performent, qui gagnent très bien leur vie en faisant de la gestion de patrimoine sans courtage. Voilà. L'intelligence artificielle peut nous amener sur plein de sujets, mais ça reste un outil et je pense qu'il faut bien maîtriser la connaissance Ouais. avant d'utiliser l'outil. Voilà, on est toujours dans le même giron, mais ça va bien se passer. Parfait, merci beaucoup. Du coup, j'ai une dernière question sur ce thème-là. Ça fait 12 ans, enfin un peu plus de 12 ans là, que tu as ton cabinet. S'il y a des choses si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, les années de doute, peut-être quelques années de doute. Voilà. Il y a eu un an un peu compliqué, une année de doute où tu sais plus trop dans quelle direction tu vas, etc. Où j'avais besoin peut-être d'un rapprochement, de se faire aider, de plus discuter. Je m'étais un peu isolé, peut-être à un moment, voilà, pendant un an. Peut-être un peu, j'avais du mal à me réorganiser avec l'ordre, etc. Et voilà, une année de doute à bannir. Voilà, ça c'est à bannir. Et dès que vous sentez que vous commencez à être un peu surmené, à partir, je pense, dans tous les sens et à se disperser, c'est bien de parler à un ami. Voilà. Pas forcément de la profession, mais de se poser Ouais, de prendre un une temps, demi-heure et dire voilà où j'en suis, voilà, et de discuter. Parfois, juste laisser passer la vague, Ouais. attendre, Et laisser puis passer la vague. le temps fait et son le temps œuvre. fait, Voilà. voilà. Mais il faut le savoir à ce moment-là, et Faut des savoir. Ouais, c'est pas fois, toujours évident. on peut prendre aussi la tangente et tout révolutionner où il fallait pas le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te dit Dans mon métier d'expert comptable, bon, le contact, alors, qui fait vibrer et qui parfois est Qui agaçant, tient- mais ce métier de contact, le contact permanent, que ce soit avec les équipes, même quand ça se passe pas bien, mais on apprend aussi dans ce métier à résoudre les conflits, ou à rentrer dans le conflit, ou à provoquer le conflit pour dégonfler le ballon de baudruche, quoi. Enfin, des fois, il faut créer ce conflit. Donc voilà, non, ce métier de contact, je pense que vraiment c'est ça qui me fait vibrer, et toutes les opportunités qu'offre la profession, alors, bien sûr à travers l'ordre, mais à travers la richesse de notre profession et les contacts qu'on peut avoir, ouais, ça fait un peu Guy les bons tuyaux, mais on est quand même un hub au milieu de tout ça. Ouais, donc, oui, c'est complètement. Vraiment absolument Complètement. génial, quoi. C'est omniscient, ouais, tout à fait. Et si tu veux retenir ta plus grande fierté aujourd'hui? Plus grande fierté, c'est pas prévu toutes ces questions. Il faut pas décevoir là. Non, je déconne. Non, là, on est dans le côté professionnel, hein, pas effectivement. Ouais, Si- sincèrement, d'avoir T'as une réussi. réussite qui te- Ouais, je vais te dire, je vais te répondre un peu de façon vague, mais je préciserai après, d'avoir réussi à être constant et de voir grandir mes filles. Voilà. C'est Je déjà, trouve que ouais. la constance, c'est le plus dur. Quels que soient les métiers, quels que soient les trucs, c'est le plus dur en fait. Même dans les coups durs, faut rester avec une ligne de conduite, ça passera, comme tu disais tout à l'heure, la vague passera. Voilà, la constance et voir grandir mes filles. Et est-ce que, à l'effet inverse, on parlait de ton année un peu où petit passage à vide, est-ce que tu as déjà eu un peu le syndrome de l'imposteur où on peut se dire, finalement, ouais, qu'est-ce que je fais là? Ou est-ce que je suis bien légitime? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, carrément. Hein. Typiquement à l'ordre, quand tu arrives que tu es jeune élu, tu en 2016, tu es le plus jeune, j'ai 31 ou 32 ans. Ouais,
tu es avec des élus qui ont entre 40 et 62 ans, et tu te dis, j'ai tout à apprendre, je ne sais rien, etc. Et en fait, tu t'aperçois que c'est le mélange de tout qui fait qu'un groupe fonctionne. Un jeune fougueux qui envoie des vannes, qui a toujours une idée, même si elle n'est pas bonne, etc. Jusqu'au sage de 62 ans qui se reconnaîtra, il s'appelle Gilles Claus, qui dit non mais attends, ça on l'a déjà fait 10 fois, ça marche pas quoi, tu vois. Et du coup, tu gagnes 20 ans. En réalité, tu gagnes 10 ans, 20 ans d'expérience parce que tu évites les erreurs qui ont déjà été réalisées et tu as le conseil des personnes à côté de toi sur ta posture, etc. Et tu vas plus vite, tu vas 10 fois plus vite. Donc ouais, non, ça c'est important. J'ai qu'une seule question. Elle est très personnelle par contre, et je vais prendre quelques instants pour y réfléchir. C'est une question que je pose à tous mes clients. Je vais te la poser à toi également. C'est aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de vie de Damien Cartel? L'objectif de vie. Je vais donner un peu d'éléments de contexte. Aujourd'hui, j'ai des clients comme toi, des dirigeants d'entreprises, on parle de plein de choses, d'entrepreneuriat, on parle d'argent aussi. Et l'idée souvent, c'est de dire on va gagner de l'argent. Et la question derrière, c'est OK, pour en faire quoi? Et donc, je leur soumets des idées. Est-ce que l'idée, c'est de prendre une année sabbatique? Est-ce que c'est de partir faire un tour du monde? Est-ce que c'est de transmettre à vos enfants? Est-ce que c'est de partir plus tôt à la retraite? Est-ce que c'est de se constituer un patrimoine pour être tranquille plus tard? Voilà, c'est quoi l'objectif de vie de Damien Cartel? Voilà. Alors, je vais dissocier, parce que c'est compliqué. Ouais. Toi, tu es dans une vie professionnelle. Alors, moi, je vais te donner 2 objectifs de vie, parce qu'il me reste encore quelques mois de mandat en tant que président. Donc, je vais te donner 2 objectifs, 2 visions. La première, elle est familiale et personnelle. J'ai un groupe de potes et d'amis incroyables. Tu peux lever ton téléphone à n'importe quelle heure du jour ou la nuit. C'est les uns pour les autres, etc. Donc une espèce de famille amicale de dingue, voilà, que je souhaite conserver à tout prix. Et ma famille intégrée dedans. C'est-à-dire que c'est une famille d'amis, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Ça, c'est un vrai objectif de vie. Et quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que voilà, il y a des concessions, il y a des choses, etc. Mais ce groupe-là, pour moi, est hyper important et je m'y retrouve toutes les semaines dedans. Le deuxième, il est plus ordinal parce qu'on gagne. Et tu vois, c'est pas une relation à l'argent en fait, en réalité. Et de voir grandir mes filles dans cet objectif-là, dans des valeurs de partage, voilà, c'est vraiment ça pour moi qui est important. Mais c'est un peu lié aussi à l'ordre avec ce sentiment d'intérêt général. Quand tu es dans un groupe d'amis et que tu fais les choses pour les autres, que tu vas organiser un voyage pour les autres, que tu fais pour les autres, il n'y a pas de notion de valeur. Enfin, si tu veux, c'est pas voilà. Et ben c'est un peu pareil avec l'ordre. C'est à tout prix promouvoir l'intérêt général à l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambition personnelle. Tu prends n'importe quelle pas d'ambition personnelle. Il n'y a pas d'ambition financière, patrimoniale et d'ego personnel. Il faut sortir de ça. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à nos politiques un petit peu plus haut. En tout cas, l'image qu'ils renvoient, parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais les circonstances les obligent. Mais l'image qu'ils renvoient aujourd'hui, c'est une politique de personne. C'est-à-dire le poste, le machin, le truc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a le sentiment d'avoir. Et ben, c'est tout l'inverse de ce que j'ai l'impression de vivre, moi, à l'ordre. C'est de la politique professionnelle, mais avec un sentiment marqué d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne. Et pour tout te dire, quand il a fallu faire des choix de président de commission, il y a quelques années, qui sera candidat, etc. En fait, c'est de te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit y aller? Est-ce que, tu vois, et toujours viser l'intérêt général du collectif pour l'ordre, qu'on ait le meilleur représentant, finalement, possible à la tête de l'ordre. Voilà, donc, et dans son entourage. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Merci pour cette réponse très, très claire. 2 réponses. Non, mais c'est très clair. Maintenant, on va passer un peu aux petites questions bonus sur tout autre sujet. On nous a dit que tu étais fan de grosses cylindrées et je ne sais pas si j'ai un petit mot déjà à dire par rapport à ça. Puis on a eu une petite preuve des grosses cylindrées. On va te montrer tout de suite à l'image. On a vu que le courant passait bien. Voilà, ça c'est une de mes smarts. Voilà, exactement, tu as raison. Fan de grosses cylindrées, moto, oui. Voiture, je suis plus circonspect, je ne vais jamais trop... Voilà, Tu fais de la moto? Ah ouais, je suis motard, collectionneur même en moto, c'est une catastrophe. Mais ouais, j'adore la moto, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Il y a à la fois une notion de risque, de vitesse, mais aussi de voyage et de liberté. Et j'adore la moto, voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. Grosse cylindrée voiture, non.
je considère plutôt les voitures en tant qu'utilitaires, même si de temps en temps, tu as le droit de te faire plaisir, faire du circuit, tout ce que tu veux, etc. Je pense que je ne serai jamais un grand pilote. Donc, moto, c'est différent. C'est un peu différent. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. On a encore quelques petites questions plutôt là, pour révéler sur ta personnalité. Quelle est ta citation ou ton mantra qui te guide au quotidien? Ouais, Si t'en as. le mantra, c'est plutôt que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais bon, c'est issu d'une expérience personnelle, médicale, on va dire. Te dire que ouais, voilà, le jour d'après, il n'y en aura peut-être pas, quoi. Donc, il faut tout vivre à fond. C'est pour ça que je dis toujours. Genre à fond sur voilà, l'accélérateur. pied Ça va droit, avec la moto aussi. Hein. pied droit à fond. Non, mais pied droit à fond, mais après, en respectant tout le Oui. monde, en étant raisonnable, en regardant ce qui se passe autour de toi, comme en moto ou en voiture. C'est-à-dire que tu n'es pas seul, donc il faut emmener les gens avec toi, plutôt que de les prendre en frontal ou de se prendre un mur, quoi. Ouais. Voilà. Et imaginons, tu pars vivre sur une île déserte. On te laisse le choix à un seul objet. Qu'est-ce que tu emmènes? Un tire-bouchon. Je suis très étonnée par ta réponse. Ouais, parce qu'en fait, en vrai, on se démerdera toujours pour trouver une bouteille. Le tire-bouchon, c'est un peu... C'est plus Et c'est compliqué. vraiment chiant quand tu es obligé de faire son C'est ça. tire-bouchon. On t'offre la possibilité de dîner avec la personnalité de ton choix, vivant ou mort. Qui tu choisis et pourquoi? Mon grand-père. Ah, Voilà. ok. Mon grand-père, parce que c'était... Alors, je vais vous dire spontanément, j'ai pensé à Jean d'Ormesson, mais en fait, il lui ressemblait tellement, voilà, mon grand-père, parce que c'est quelqu'un qui était exceptionnel. Merci Damien Merci, de t'être Damien. prêté au jeu de nos questions. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas. Le podcast, il est à retrouver sur toutes les plateformes. Et puis, merci, encore merci à toi. Puis longue vie à Aura d'Expert. Bon, exactement. Exactement. Merci à tous les deux. Merci.